Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, dernière séance d'actualité de cette année universitaire, jeudi 16 juin. Nous sommes ravis d'accueillir le docteur Gérard Durand pour la deuxième fois, même la troisième fois, je crois, euh, pour un exposé intitulé En imagerie, comment reconnaître la piste du cœur devant un tableau respiratoire. Parce que il y a beaucoup de pneumologues autour de la table, mais on oublie parfois qu'il y a le cœur entre les deux poumons, n'est-ce pas? Alors, Gérard a la particularité d'être pneumologue. Il est ancien attaché du service d'imagerie thoracique de l'hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier et membre du club thorax, c'est-à-dire qu'il est à la fois pneumologue, mais en même temps, on peut dire radiologue. Et donc, il est tout à fait bien placé pour nous expliquer l'imagerie thoracique et la relier aux problèmes pneumologiques. Voilà, ben écoute, merci beaucoup Gérard de cet exposé que tu vas nous faire et nous te passons la parole. Merci Étienne. Bien, bonjour tout le monde. Donc, on va aborder un problème un tout petit peu particulier qui, bien évidemment, est très spécial puisque voir une pathologie cardiaque, c'est d'abord à faire d'échographie ou de biomarqueurs de clinique, bien évidemment. Mais nous allons voir que le scanner peut être un appoint utile. La suivante. Étienne, Yves, la diapo suivante. Attends un petit peu, j'ai un problème, ça ne veut pas changer. Bon, attends un petit peu, bouge pas. OK, j'ai trouvé la façon de le faire. Voilà. Alors, nous avons avec nos amis cardiologues beaucoup de points communs. D'abord, le cœur et le poumon sont enfermés dans un réceptacle un petit peu étanche, ce qui fait que certaines maladies respiratoires comme des cancers pourront avoir une extension cardiaque, bien évidemment. Ensuite, il y a une relation très forte sur le plan physiologique par la ventilation et par l'hémodynamie. Il y a ensuite un facteur de risque commun très important qui est le tabagisme, qui est responsable de 90% des cancers à peu près et qui augmente par 3 le risque d'infarctus du myocarde. Nous avons ensuite des patients qui sont très communs. En effet, on pratique parfois des épreuves d'effort cardio-respiratoires. Mais vous connaissez tous la problématique de l'hypertension matinale, par exemple, qui fait qu'on va rechercher un syndrome d'apnée du sommeil. Et à l'inverse, devant un syndrome d'apnée du sommeil de type central, la nécessité de connaître la fraction d'éjection ventriculaire gauche avant de mettre en route une ventilation auto-asservie. Il y a le problème des inhibiteurs de l'enzyme qui font tousser, des bêta-bloquants qui bloquent et entraînent des dyspnées, etc. Enfin, la sémiologie, on va le voir, est très commune. Ce qui explique donc que les cardiologues voient arriver parfois leur consultation des patients pneumologiques et inversement. La diapo suivante, s'il te plaît. Alors, qui sont ces patients que nous voyons? Bien, vous les connaissez, bien évidemment. C'est le problème d'une dyspnée à l'effort ou au décubitus, un syndrome bronchique tenace, une hémoptysie, des douleurs thoraciques, des infections itératives et parfois c'est une bronchopneumopathie traînante. Et de temps à autre, les patients sont passés chez le cardiologue qui nous a dit tout va bien et en fait, on s'aperçoit au scanner que ça n'est pas tout à fait la vérité. Diapo suivante. Alors, on va dire que le BPCO qui exacerbe peut avoir une origine cardiaque gauche. Tout le monde connaît ça. Et on va faire un tout petit aparté sur le BPCO, parce que ce sont des malades fréquents et vous allez voir qu'ils posent certains problèmes. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, le poumon cardiaque du BPCO, il est très particulier, très, très particulier. Un des premiers éléments, c'est que le sujet n'a plus l'ampliation thoracique qu'il avait habituellement. Habituellement, il a un thorax distendu, il ne l'a pas, et on voit que le thorax est un petit peu plus
dense qu'il n'était précédemment. D'autre part, vous savez que le premier signe du poumon cardiaque est la redistribution vasculaire, mais du fait des lésions d'emphysème, le sang va vers le parenchyme à peu près sain, dont la redistribution vasculaire est très difficile, voire impossible à apprécier. Et enfin, si on arrive malheureusement au stade de l'œdème pulmonaire, eh bien, il sera très atypique puisqu'il n'ira pas dans les zones emphysémateuses. L'œdème va dans les zones saines, ce qui donne donc, comme pour une pneumopathie banale, des aspects très atypiques. Tu nous montres la suite, s'il te plaît? Voilà ce patient en 2006. Vous voyez tout à fait à votre gauche les lésions d'emphysème dans le parenchyme pulmonaire, en particulier dans le lobe supérieur. En août 2015, il fait une première décompensation cardiaque avec un aspect très atypique, où l'on voit bien qu'il y a du verre dépoli et des réticulations tout autour des zones emphysémateuses. Il récupère en janvier 2016. Finalement, ça ne va pas trop mal. Diapo suivante, s'il te plaît, Yves. Et on s'aperçoit qu'au mois de mars, il refait une poussée qui, là, nous oriente un petit peu plus vers la décompensation de BPCO d'origine cardiaque, avec notamment l'épanchement pleural bilatéral. Diapo suivante. Donc, se souvenir que le BPCO va faire une forme particulière. Voici deux images d'OAP qu'on a vues, qui sont vraiment l'œdème interstitiel épaissit les septa interlobulaires et intralobulaires et ne touche pas les zones emphysémateuses, ce qui donne donc des images vraiment très atypiques. Diapo suivante. Ce patient, on l'a vu en consultation, il est venu nous voir en disant « Est-ce que j'ai une atteinte à la corde aronne parce que mon poumon est dense ?» Comme vous le voyez, c'est dommage que je n'ai pas la flèche pour… Vous avez du verre dépoli dans les 3/4 inférieurs et une hyperclarté dans les lobes supérieurs. Et en fait, pas du tout. Il ne s'agit pas d'une pathologie iatrogène due à l'amiodarone. Diapo suivante. On voit tout à fait que dans les lobes supérieurs, il y a des lésions d'emphysème dont le sang ne monte pas dans les lobes supérieurs et le sang va dans les lobes inférieurs, ce qui donne l'image en verre dépoli. Donc, c'est des fausses pathologies iatrogènes ou autres, ou œdémateuses, dues aux lésions d'emphysème. Diapo suivante. Enfin, je voudrais juste vous dire un mot sur un sujet qui nous préoccupe beaucoup et qui nous permet parfois, si on le connaît, de sauver la vie des patients. Comme vous le savez, nos BPCO meurent souvent par le cœur, que ce soit une cardiopathie ischémique ou autre, qu'elle soit rythmique ou une cardiopathie dégénérative. Diapo suivante. Ça, c'est une image que l'on doit connaître impérativement en scanner, car elle nous a révélé parfois des cardiopathies ischémiques totalement passées, inaperçues. Totalement passées. Les cas que je vous montre, c'est des gens qui ignoraient qu'ils avaient une cardiopathie ischémique. Est-ce que vous connaissez cette image ou est-ce que vous ne la connaissez pas? Si vous ne la connaissez pas, on passe à la diapo suivante qui va vous expliquer. Yves, la diapo suivante. Voilà, c'est la dysplasie graisseuse sous-endocardique, séquelle d'infarctus du myocarde. Vous voyez le ventricule gauche et tout en avant de la pointe du cœur, vous avez une petite image arciforme de tonalité graisseuse, et si vous la comparez au tissu sous-cutané. Ça, c'est une séquelle d'infarctus
qui est totalement passé inaperçu. Totalement. Pour nous, pneumologues, si on connaît cette image, c'est facile. On oriente immédiatement le patient chez le cardiologue, car ce sont des patients qui parfois font des accidents coronariens et qui passent inaperçus, ou que le malade ayant eu une douleur ne dit plus rien par la suite. Diapo suivante. En ce qui concerne les coronaires, c'est un problème également très important parce que dans nos bilans de BPCO, on fait des scanners. Et nous, pneumologues, devons reconnaître les coronaires. C'est fondamental. On n'est pas des spécialistes, on ne fait pas une analyse fine des coronaires. Moi, je dis souvent aux autres pneumologues, il suffit de connaître 3 coronaires. 3. Il y a l'interventriculaire antérieur, la circonflexe et la coronaire droite. Nous les voyons sur un simple scanner de BPCO, de bilan de BPCO. Actuellement, j'ai 12, il y en a un qui est en cours, patients chez qui j'ai trouvé ça, que j'ai envoyé au cardiologue et qui ont été stentés dans la semaine. Donc, ce sont des patients à qui on va sauver la vie en voyant leur coronaire. Yves, tu nous montres l'image? Voilà, vous avez l'interventriculaire antérieur, là où vous avez la flèche blanche, et vous la revoyez sur la slide de droite, et vous avez qui part un petit peu vers l'arrière, ça c'est la circonflexe. Et si j'avais mis une coupe plus bas, il y avait la coronaire droite. Donc nous, pneumologues, devons impérativement avoir à l'esprit qu'on peut regarder le cœur et que ce scanner nous amène des éléments fondamentaux pour l'analyse de nos patients BPCO, parce qu'on sait très bien que les BPCO, on les maintient tard dans la vie avec l'oxygène, ils meurent de cancer ou d'une atteinte cardiaque. Donc ça, on les sauve en voyant. On ne fait pas un score calcique, ça n'est pas la peine. On dit voilà, mon BPCO, sujet à haut risque de cardiopathie ischémique, je trouve des coronaires très calcifiés, bilan chez le cardio. Moi, j'en ai 12 actuellement qui ont été stentés immédiatement. Diapo suivante, s'il te plaît. OK, une UIP, bien évidemment, il faut toujours penser à un œdème cardiogénique, on passe. Diapo suivante, s'il te plaît. Je vous montre là des images et puis on voit des dossiers aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est des choses rares, c'est d'envoyer un matériel intracardiaque, on est bien d'accord. Diapo suivante. Ouais, la suite. La suite. C'est un pacemaker sans sonde. Voilà, c'est utilisé dans quelques rares cas. La durée de vie, elle est à peu près de 3 ans et on ne peut plus en remettre ensuite. Diapo suivante. Alors, le cas numéro 1. Allez, vas-y. J'ai un décalage dans les diapos. Je m'excuse, hein, il fait très mauvais ici. J'ai peur de perdre la connexion. Alors, Francisco, c'est un homme qui a 72 ans, qui est venu pour une dyspnée avec une bronchorée et depuis quelque temps, quelques hémoptysies. Ah, vous avez donc la réponse qui est apparue. On laissait réfléchir. On est bien d'accord. Vous avez à droite le débord l'oreillette gauche qui arrive presque au niveau du bord antérieur du rachis thoracique. Vous avez sur le cliché de face avec la flèche rouge un double contour à droite et sur la flèche de gauche inférieure un arc moyen bombé. Vous avez tout de suite
trouvé la cardiopathie que c'était. Et dans les lobes supérieurs, en particulier à droite, vous avez tout à fait un gros île et une majoration des vaisseaux apicaux. Donc, je pense que tout le monde a trouvé très rapidement. Si vous avez des questions, bien évidemment, prenez la main. Hein. C'était donc un rétrécissement mitral. Et comme on le voyait sur le cliché de gauche, mince, il est parti, on avait un syndrome bronchique très marqué dans le lobe inférieur droit que l'on retrouve sur la coupe de scanner sagittale. C'était un foyer de bronchectasie. Donc, c'est un rétrécissement mitral avec une très volumineuse oreillette gauche et un foyer de bronchectasie associé. On fait la diapo suivante. C'est une femme de 46 ans. On en revient toujours au RM, d'un rétrécissement mitral qui a été opéré, et puis elle a fait un passage en FA. Elle est sous anticoagulant et digoxine, et puis elle a une dyspnée d'effort, d'apparition rapidement progressive et associée à une toux sèche. Regardez le cliché. Vous avez donc une cardiomégalie, ça c'est sûr. Il y a un double contour à droite, un petit débord à gauche, mais bon, tout va pas mal. Mais surtout, on voit bien que dans le parenchyme, vous avez une pathologie de type interstitiel. Diapo suivante. Regardez bien cette image, faites-vous une idée. Et on va la voir un petit peu en détail ensemble. Diapo suivante. Ouais, suivante. On est tous d'accord pour dire que la lésion prédominante est du verre dépoli diffus dans les deux champs pulmonaires. Je pense que là, il n'y a pas de... On est tous d'accord sur comment dire, sur l'analyse scanographique. Diapo suivante. Vous voyez une oreillette gauche qui est... L'oreillette gauche sur la diapo en haut à gauche, on voit bien, elle est en arrière. Vous avez le tronc de l'aorte, vous avez l'oreillette droite et le ventricule droit qui bombe un tout petit peu. Diapo suivante. La suite. La suite, Étienne, si tu peux. La lésion alimentaire, c'est donc le verre dépoli. On est bien d'accord. L'épaississement septal, on le voit sur les coupes plus basses, mais il est très modéré, très modéré. Et il y a une topographie très particulière, puisque la lésion, elle a une topographie qui est de type sous-pleural. La diapo suivante, s'il te plaît. La distribution est donc périphérique. Diapo suivante. Quelle est votre idée? Est-ce que vous avez une idée ou... On avance. Diagnostic. Est-ce que c'est une infection avec du verre dépoli? Certaines viroses peuvent donner des images un petit peu comme celles que l'on a en frontale en bas à droite. La suite. Est-ce que ça peut être un œdème cardiogénique? Je vois que Étienne fait la moue.
Donc, a priori, ça n'est pas ça. Est-ce que c'est une hémorragie alvéolaire? Pourquoi pas? Est-ce que c'est une pince? Ce patient a des médicaments. On sait que ça peut avoir une origine iatrogène. Et est-ce que ça peut être une pneumonie à éosinophile avec une topographie sous-pleurale, comme ça? La suite. On voit bien que l'image en haut à gauche, c'est l'opposé de l'image à droite, puisque l'un est plutôt central et l'autre est plutôt périphérique. Donc, on voit tout à fait qu'en haut à gauche, ça cadrerait avec un œdème du poumon. À droite, pas tout à fait. Vas-y, Étienne, s'il continue. OK, continue. En haut à gauche, c'était donc un OAP. Et en bas, ce n'est pas un OAP. Donc, pour vous qui êtes pneumologue, c'est de toute façon très facile, mais c'est le raisonnement qui est intéressant en scanner, parce que vous allez faire un lavage alvéolaire, diapo suivante, et au lavage, diapo suivante, on a eu une hyperéosinophilie à 71%. C'est donc, diapo suivante, une pneumonie aiguë à éosinophile. Donc, lorsqu'on voit une infiltration parenchymateuse, c'est pour dire que tout n'est pas de l'hémodynamie, bien évidemment. Hein, et on peut avoir une cardiopathie et une autre type de pathologie. Diapo suivante. Vous connaissez? Ça, c'est le cliché d'un de mes copains qui a eu ça. Diapo suivante. Voilà, c'est un Rivil, qui est un holter implantable en sous-cutané. Ça se donne chez les gens qui font des malaises inexpliqués. Voilà. Homme de 35 ans, toujours un RM, je ne sais pas pourquoi. Il consulte aux urgences pour une dyspnée. Diapo suivante. OK. Je pense que vous avez vu que les îles étaient gros. Et puis, c'est dommage que on n'ait pas, je sais pas, vous le voyez en plein écran, vous voyez comme moi la moitié de l'écran. Diapo suivante, vous allez voir le reste. Diapo suivante. En bas à droite, on avait les lignes de Kerley. C'est facile, tout le monde connaît ça. On les voit sur le blanc cliché, on les voit mieux à gauche, là, quand c'est un petit. Donc, il n'y a pas de souci. Diapo suivante. C'est facile, c'est l'œdème interstitiel. Juste un mot, attends, reviens juste avant, Étienne. Juste un mot pour parler du poumon, du rétrécissement mitral. Ben, il est essentiellement post-rhumatismal. Il y a un aspect typique sur la radio standard, on en a parlé, surtout avec l'aspect de la grosse oreillette gauche. C'est surtout ça au niveau du cœur. Et puis, vous avez les signes d'hypertension veineuse pulmonaire avec soit la phase vasculaire, soit la phase interstitielle et plus tardivement la phase, bien évidemment, œdémateuse. Mais le RM, il donne en cela des aspects parfois particuliers sous forme d'une hémorragie alvéolaire qui peut parler, sous forme d'une hémocylérose, donc des petits saignements distillants qui ne parlent habituellement pas et qui arrivent à un stade tardif, mais on ne les voit plus, à des ossifications, ce que vous avez sur les clichés ici. Et j'ai oublié de vous dire sur la diapo du milieu, en bas, du fait de l'oreillette gauche, lorsqu'elle est grosse, elle ouvre l'angle trachéobronchique, bien évidemment. Et on peut avoir un angle trachéobronchique qui est aux alentours de 90 degrés. Il faut se souvenir, juste une aparté, que les grosses oreillettes gauches, ça peut donner une compression œsophagienne. C'est la dysphagia
mégalatriensis. Et on a un cas avec le club thorax. Et deuxièmement, ça donne parfois des compressions du nerf récurrent gauche. Donc, toujours quand vous regardez, quand vous avez une dysphonie, quand vous faites un scanner thoracique, bien évidemment, pensez à regarder l'oreillette gauche. C'est le syndrome de Horner. Voilà, diapo suivante. Ça, on en a eu une fois. C'est une patiente qui présentait des hémoptysies et donc on avait des petites opacités en verre dépoli diffuses. Et en fait, lorsque l'on fait la technique du MIP, on voit que ce sont les veines et que ça saigne autour des veines. Donc, c'est un poumon mitral un tout petit peu particulier, on l'a vu une fois. Mais quand vous avez ça, quand vous avez une image, une sorte d'image en halo avec une opacité dense qui est en fait un vaisseau, vous faites du MIP et vous allez voir tout de suite que c'est un vaisseau. Et donc, et même quel type de vaisseau, artériel ou veineux. Vous le verrez tout de suite. Diapo suivante. Le cas numéro 4 est beaucoup plus ennuyeux. C'est une femme de 48 ans, thrombophlébite, membre inférieur gauche, dyspnée, tachycardie, hypoxique, hypocapnie. On voit bien qu'elle a une pathologie infiltrative diffuse. Hop. Voilà, ces coupes montrent déjà, vous avez vu, des adénomégalies médiastinales qui sont médiastinales, bien évidemment, et puis hilaire, en particulier le 10R que vous voyez à l'extrémité de l'artère pulmonaire droite qui part de la gauche et qui croise dans le médiastin. Diapo suivante. Voilà. Vous avez donc une image très intéressante parce que c'est une image qui montre de multiples anomalies. En bas à droite, vous voyez les opacités en verre dépoli. Au-dessus, vous voyez quelque chose qui est très important à connaître. Ce sont les opacités réticulaires qui dessinent les lobules secondaires de Miller. C'est dommage que je ne puisse pas avoir les flèches pour vous montrer ça. Plus à droite, Yves, sur ta droite encore, voilà, là, et on a une espèce d'octogone qui est un lobule secondaire de Miller, et on en a un sous pleural aussi. Ça, il y a donc un épaississement des septa interlobulaires du verre dépoli diffus. Vous avez des adénomégalies médiastinales et hilaires. Diapo suivante. En descendant, eh bien, on retrouve les mêmes images avec des zones plus condensées dans le lobe moyen et dans le lobe inférieur gauche. Diapo suivante. C'est une PID donc, qui est faite de, on y va, épaississement septal que vous voyez parfaitement bien sur cette image. On dessine le lobule secondaire de Miller. L'image est très caractéristique. Diapo suivante. Vas-y. Le verre dépoli et les condensations. Et puis, on voit bien qu'on a l'aspect des bronches et on voit bien que la paroi des bronches, en particulier en bas à droite, la paroi des bronches est très épaissie. Et il faut se souvenir que l'interstitium, il est d'abord en péribroncho-vasculaire, bien évidemment. Il est tout autour des axes bronchiques. Donc, ça, il y a des adénomégalies qui sont compressives, on l'a vu tout à l'heure, et c'est prédominance, il n'y a pas de lobe vraiment. Est-ce que c'est un OAP? Est-ce que c'est un poumon cardiaque? Une sarcoïdose? Voilà l'adénomégalie qui est compressive. Eh bien non,
c'est une lymphangite carcinomateuse. Vous allez voir pourquoi je vous ai mis ce cas. Juste élément important, la sarcoïdose, la lymphangite carcinomateuse atteignent de façon constante l'interstition péribroncovasculaire, ce qui explique que les biopsies pulmonaires étagées, bien évidemment, soient positives dans la sarcoïdose, qui en plus a des granulomes dans la paroi bronchique, mais dans la lymphangite carcinomateuse, on prend et on a quasiment, pas toujours, mais bien souvent, le diagnostic. Alors, vous voyez ces deux images, l'œdème interstitiel du poumon, ça ressemble de façon très, très importante à la lymphangite carcinomateuse. Et il nous est arrivé, dans certains cas, chez une patiente qui avait un antécédent de cancer du sein, on n'a pas pu trancher. Il nous est arrivé de faire un test diurétique pendant 48 heures et de refaire un scanner après pour voir évoluer les images. Dans la lymphangite, bien évidemment, on peut avoir une image unilatérale, ce qui est beaucoup plus rare avec l'œdème interstitiel, sauf cas particulier, bien évidemment. Diapo suivante, s'il te plaît. Ce qui est important, c'est que dans les deux, vous avez un respect de l'architecture du lobule secondaire de Miller. C'est un octogone dont vous avez cette architecture qui est respectée. L'épaississement septal tout autour, bien évidemment. Dans la lymphangite, on a des nodules flous centrolobulaires à cause des amas de cellules tumorales, mais on l'a dans le poumon cardiaque parce qu'il y a déjà parfois un tout petit peu d'œdème qui passe au niveau de la zone centrale du lobule. Dans la lymphangite, classiquement, on dit qu'il y a les perles enfilées, c'est-à-dire que dans les parois de l'hexagone du polyèdre, il y a des emboles de cellules tumorales qui donnent une paroi qui n'est pas homogène et régulière. En fait, c'est souvent difficile à voir, sans compter que dans le poumon cardiaque, on a des grosses veines, puisque si on se souvient de l'anatomie, l'artère centrolobulaire, les capillaires, et ça repart par les veines qui sont dans la paroi de lobule secondaire. Et là, si les veines sont grosses du fait du poumon cardiaque, bien évidemment, on peut se tromper. Diapo suivante, s'il te plaît. Une image qui peut y ressembler, très rare, c'est la pneumonie éosinophile que l'on a vu tout à l'heure et qui parfois donne un aspect d'OAP à cœur normal, l'aspect scanographique à cœur normal, et en fait, on fait un lavage alvéolaire, mais il faut faire attention, le faire, vous le savez, de toute façon, avant la corticothérapie, sinon tout va être effondré. Et donc, ça peut donner un aspect comme un poumon cardiaque. Autre diagnostic différentiel, le suivant. Ça, si on regarde ça pour la première fois, on se dit c'est pas possible, c'est un poumon cardiaque avec une pathologie donc infiltrative d'œdème interstitiel. Diapo suivante. On a donc l'épaississement des septa, pareil. Là, dans celle-là, elle avait un petit épanchement. Diapo suivante. Diapo suivante, c'est donc toujours le même aspect, qui ressemble à s'y méprendre à un poumon hémodynamique. Diapo suivante. On voit que le ventricule gauche sur la diapo, en bas à droite, il a une taille normale. Si vous, à côté, vous avez le ventricule droit, le ventricule gauche, il n'est pas gros. Il n'y a pas d'adénomégalie médiastinale, dont le cœur va bien. Diapo suivante. C'est la maladie de Erdheim-Chester qui donne cet aspect
Reviens un petit peu en avant, Yves, tu as avancé. Avant. Voilà. C'est une histiocytose non langueurancienne, maladie de Erdheim-Chester, qui se caractérise essentiellement par des douleurs osseuses. Et bon, il y a des histiocytes spumeux, etc. Ce qui est intéressant, regardez l'image suivante. Voilà. Vous voyez les reins? Ça, c'est un aspect typique de la maladie de Erdheim-Chester. Vous avez un patient qui a une image évoquant un poumon cardiaque. Si vous avez les reins comme on les voit avec un aspect un peu effrangé, peigné, c'est cette maladie. Et pourtant, le sujet a un aspect sur le couple scanner des lobes supérieurs qui est très évocateur soit d'une lymphangite, soit d'un poumon hémodynamique. Je vous en montrerai tout à l'heure. Diapo suivante. Bon, ça, c'est des raretés. On a eu une patiente qui, à l'âge adulte, a révélé 2 sténoses congénitales des veines pulmonaires et donc on a le même aspect, bien évidemment. Diapo suivante. Tout ça, ce sont des diagnostics différentiels du poumon hémodynamique d'origine cardiaque. Diapo suivante. Le lymphome, on saute. Diapo suivante. Se souvenir que, bien évidemment, un œdème centrolobulaire, le poumon se détruit de façon centrifuge. Dans l'emphysème centrolobulaire, la destruction est centrale, puis elle va en périphérie dans le lobule secondaire demi-laire. Ce qui fait que l'on va avoir, comme sur ces images, mais je ne peux pas vous le montrer puisque je n'ai pas la main, on voit tout à fait le vide optique au milieu et on a un pseudo-épaississement des parois du lobule secondaire demi-laire par en fait des débris de membranes de zones alvéolisées qui sont en périphérie et qui donnent une fausse image d'œdème interstitiel. Diapo suivante. Donc, vous voyez que le poumon hémodynamique, il n'est pas toujours simple à diagnostiquer et on peut avoir des diagnostics différentiels. Cette image est maintenant bien connue chez un patient qui ne peut pas avoir un remplacement valvulaire à thorax ouvert. Diapo suivante. Diapo, ouais, c'est le TAVI. Bien évidemment, c'est des images très connues. Vas-y, diapo suivante. Voilà notre TAVI, c'est une autre maison, etc. Bon, tout ça, c'est maintenant à peu près bien connu. Le cas numéro 5. Alors, c'est une femme de 65 ans. Elle a des douleurs thoraciques avec un essoufflement moindre fort d'aggravation récente. Bon, on recherche une embolie, un angioscanner est demandé. Vas-y. Vous avez ça, vous êtes en urgence. Je pense que le diagnostic est assez facile, bien évidemment. On a une cardiomégalie, des gros vaisseaux, un petit flou hilaire et on a des lignes de Kerley, B, il y a quelques lignes A. Diapo suivante. Voilà, vous avez quelques ganglions dans le médiastin. Diapo suivante. Vas-y. La suite. On part à l'envers. Vous avez là l'image d'un poumon hémodynamique très caractéristique. Ce poumon hémodynamique, il est au stade de l'œdème interstitiel, bien évidemment. On n'est pas au stade de l'œdème alvéolaire, c'est-à-dire de l'OAP. Vous avez, comme vous le voyez en haut à gauche, l'épaississement des polyèdres du lobule secondaire demi-laire, avec dans l'angle un gros vaisseau qui est une grosse veine, et vous l'avez également
on retrouve des réticulations, l'épaississement des septa, bien évidemment, et on le retrouve dans les lobes inférieurs. Diapo suivante. C'est la même en frontal. Diapo suivante. Pareil, vas-y. Voilà, la patiente a été traitée par la Zilix et très rapidement son scanner n'a plus le même aspect. C'est donc un tableau d'œdème interstitiel avant le grand OAP. Je vais vous montrer des formes beaucoup plus subtiles. Il faut savoir les reconnaître. Diapo suivante, s'il te plaît. D'accord, elle a fait un passage en FA. Le poumon cardiaque, bien évidemment, vous êtes des pneumologues, donc vous le connaissez par cœur. Vous savez qu'il est fonction de la pression capillaire. Hein. Lorsqu'elle est normale, aux alentours de 12, eh bien, il y a toujours du liquide qui sort des vaisseaux et qui est dans l'interstitium, mais il est drainé par les lymphatiques. Si la pression capillaire monte entre 15 et 20, d'abord, ça touche la zone de l'interstitium qui est le péribroncovasculaire. Entre 20 et 25, c'est l'interstitium, c'est le cas précédent. Et puis au-delà, c'est l'orage qui arrive. Et bien évidemment, c'est le stade de l'OAP. Vas-y, la suivante. C'est la même chose. OK, suivant. Donc, le poumon cardiaque que l'on voit, c'est toujours un stade d'œdème interstitiel. Toujours. Soit au stade péribroncovasculaire, soit dans l'interstitium interlobulaire. L'OAP, c'est le stade d'œdème alvéolaire, bien évidemment. Et l'œdème pulmonaire chronique, à ce moment-là, il y a une suffusion sanguine qui se fait, on a une hémosidérose, ou ça peut être même un épaississement fibrotique des septa interlobulaires et de l'interstitium. Suivant. La sémiologie sur le cliché, vous la connaissez. Je préfère qu'on s'arrête après sur des cas plus intéressants. Vous la connaissez bien, bien évidemment. Diapo suivante, on va la voir en scanner parce qu'on a exactement les mêmes choses en scanner. Alors, au début, vous le savez, on a au stade 1, eh bien, souvent, la bronche B2 ou B3, on voit sur le cliché standard qu'elle est épaissie par rapport à la bronche de la gauche et on a un épaississement des vaisseaux apicaux. Et puis après, au stade 2, vous avez l'œdème interstitiel et même là, on est proche du stade 3. La suivante, Yves. Voilà, les lignes de Kerley, vous connaissez tout ça. Je ne vous apprends rien, on va voir beaucoup plus intéressant. La suite. La tumeur fantôme, ça c'était décrit dans tous les bouquins. La tumeur fantôme à l'époque, on avait une opacité susdiaphragmatique qui était en fait un épanchement intracissuraire dans la petite scissure et avec le traitement diurétique, tout régressé. Un grand classique. La suivante. Eh bien, la sémiologie scanner, c'est la même chose. Vous avez donc, il faut commencer par l'épaississement des parois bronchovasculaires, l'épaississement de l'artère centrolobulaire, les lignes septales. Souvenez-vous, pneumologue, votre malade a une hypertension veineuse, en position couchée, vous avez les lignes de Kerley au sommet. On les voit mieux au sommet qu'à la base, parce que du fait du décubitus dorsal. Et ce que nous a appris le scanner, bien évidemment, c'est l'existence des adénomégalies médiastinales. Et je me souviens très bien à Montpellier, au tout début, quand on s'était intéressé au cœur, on faisait des scanners et on avait d'énormes adénomégalies, parfois largement supracentimétriques. On en a fait opérer. Et le chirurgien nous a dit, mais non, c'est de l'eau. C'est vraiment de l'eau. C'est la résorption de l'œdème interstitiel.
Donc ça, c'est ce que l'on a vu, qui était intéressant à connaître, sinon à la même sémiologie. La suivante, s'il te plaît. Voilà un aspect typique de poumon cardiaque. Hein. En bas, vous avez les adénomégalies qui touchent quasiment toutes les chaînes du médiastin lorsque l'œdème interstitiel dure un petit peu. Et puis, les îles, le médiastin et îles. Et puis, vous avez les lignes de Kerley, les opacités envers des polis. On voit, regardez sur la bronche lobaire inférieure gauche, regardez l'épaississement de la paroi de la bronche que l'on voit très bien, c'est l'œdème péribronchovasculaire, l'œdème interstitiel péribronchique. Diapo suivante. Voilà d'autres cas que l'on a vus. Comme vous le voyez, c'est dans les sommets. C'est dans les sommets. Une fois, le patient sortait de chez le cardiologue pour une toux chronique. Et il avait un peu moins que ça, mais il avait l'épaississement des septa interlobulaires dans les lobes supérieurs. Ça, il est reparti chez le cardio. On lui a dit, c'est probablement du cœur. Il faut faire des explorations poussées et ne pas s'arrêter parfois à un simple électro. Diapo suivante. Ça, c'est Richard. Regardez, Richard, on m'a appelé pour le voir, pour m'occuper de l'épanchement pleural. En fait, il a fait une myocardite et on voit dans les lobes supérieurs, sur l'image du haut, à gauche, vous avez l'épaississement des septa. Et on le retrouve en bas à droite, vous avez le dessin des polyèdres qui est fait. Et en fait, il a fait un passage en FA rapide qui était mal toléré sur le plan hémodynamique. Et bien évidemment, il était en œdème interstitiel très rapidement. La suivante. Quelques aspects d'OAP, mais tout ça, vous le connaissez, on passe. L'œdème en aile de papillon, c'est vraiment une rareté. On passe. Alors, dyspnée qui s'aggrave depuis 2 jours et il fait une radio aux urgences. On y va. Donc, la radio, elle est en décubitus, ou en tout cas, elle n'est pas en position debout. Donc, on a l'impression que le cœur est gros et on a des opacités diffuses bilatérales. Ce qui est intéressant, c'est le scanner. Ça, c'est un cas du club thorax que nous a montré Antoine Khalil. Et vous voyez, on a des opacités, des condensations alvéolaires bilatérales. Et on voit sur les coupes en bas à droite qu'il y a des septa épaissis. Là, il y a une scissure accessoire, bien évidemment paracardiaque, mais on a des septa épaissis. Va, diapo suivante, s'il te plaît. La suivante, vous voyez. Et ça, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'était un OAP. Diapo suivante. OAP en motte. On l'a appelé OAP en motte parce qu'on n'a pas su quoi dire d'autre. Tu peux les faire défiler parce que là, c'est sous traitement cardiaque. Et on voit que progressivement, le parenchyme récupère une clarté, s'aère et que les opacités que l'on avait disparaissent. Moi, je ne l'ai jamais vu. C'est Antoine Khalil qui nous a montré ce joli cas d'OAP un petit peu atypique. Et voilà son scanner une semaine après. Diapo suivante. Juste un mot. Se souvenir que tout œdème pulmonaire n'est pas forcément cardiaque, on est bien d'accord. Et donc, on peut avoir parfois l'œdème lésionnel que vous connaissez, hein, par lésion de la membrane alvéolo-capillaire, avec un cœur qui est plutôt normal, avec l'absence des lignes septales, parce que l'œdème, lorsqu'il arrive, on ne passe pas par le stade de résorption, qui est l'œdème interstitiel. Et habituellement, il n'y a pas d'épanchement pleural. Mais souvenez-vous, diapo suivante, que certains œdèmes cardiaques hémodynamiques ressemblent à des œdèmes lésionnels, notamment lors d'une rupture d'un pilier ou d'une lésion ischémique d'un muscle
qui tient les valves, voilà un cas où il n'y a pas d'atteinte de l'interstition. C'est d'emblée une grande inondation parce que le sujet n'a pas eu le temps de résorber. C'est d'emblée le rash terrible qui donne un OAP diffus et il n'y a pas les lignes de Kerley. Donc pensez qu'un aspect qui ressemble à un poumon, un œdème lésionnel, peut être un œdème cardiaque brutal. Ça, c'est très important. La suite, si tu veux bien. Alors, à Montpellier, on a commencé à faire les essais il y a quelques années sur ce truc-là. Vous le voyez? C'est le CardioMEMS. Alors, le CardioMEMS, c'est en fait un petit capteur que l'on introduit aussi loin que possible dans une branche de l'artère pulmonaire. Et ce petit capteur, il prend la pression capillaire et avec un système de Bluetooth, le patient est informé, enfin, le médecin est informé quand la pression monte, c'est-à-dire que le patient va décompenser. C'est pour les cardiopathies très évoluées et très sévères. Voilà, je voulais vous montrer cette image parce que moi, j'en ai vu qu'un. Hein, c'est cas numéro 6. Vous allez voir comme le scanner est utile. C'est un homme jeune, 48 ans, qui a été petit fumeur et surtout qui est sportif. Et puis, depuis quelques mois, il avance plus. Il courait, il avance plus. Et même, ça finit, à la fin, il ne peut plus dormir allongé dans son lit. L'électro est normal. Et on voit bien qu'il est hypoxique et hypocapnique. Vous avez le scanner. Voilà son cliché standard. Donc, vous voyez tout de suite une impression de poumon hémodynamique. Là aussi, on a l'impression, on a des gros vaisseaux vers les lobes supérieurs, en particulier bien visibles à gauche. Vous avez un obscurcissement du parenchyme. Vous avez un flou des îles. On a l'impression qu'il y a une pathologie interstitielle qui arrive là. La suivante, s'il te plaît. On rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, vous avez les lignes septales, l'épaississement des septa interlobulaires. Vous avez du verre dépoli, magnifique, bilatéral, et vous avez un épanchement pleural bilatéral. À part ça, la suite, on a un petit œdème aussi des bronches. Vous avez le diagnostic, ce qui est fabuleux, c'est que vous avez le diagnostic sur une de ces images de scanner. Je vous laisse le temps de réfléchir un petit peu. Ce cas est assez étonnant. Hein. Vous regardez l'image en bas à droite. C'est dommage, on aurait fait un peu d'anatomie. Vous avez devant le rachis l'oreillette gauche. Et qu'est-ce que vous voyez dans l'oreillette gauche? Yves, veux-tu avancer? Vous avez vu maintenant, je pense. Vous voyez, en plein milieu de l'oreillette gauche, qui est opacifiée, bien évidemment, vous avez une image qui est hypodense, qui est bien arrondie, qui est une grosse bille. Diapo suivante. Il y avait une tumeur pelliculée du septum interauriculaire qui bombait à chaque systole et qui lui faisait un poumon hémodynamique avec un gradient transmitral élevé.
etc. Diapo suivante, vous allez voir la bille. C'est un magnifique myxome. C'est incroyable. L'image est... Et en fait, cet homme qui est arrivé aux urgences comme ça, bien évidemment, il a eu droit à son scanner parce que pour voir d'emblée, le diagnostic a été fait. Myxome de l'oreillette gauche. Diapo suivante, dans le cas numéro 7. Ah, ça, c'est intéressant, ça. 75 ans, essoufflement très sévère. Alors, elle a une cardiopathie qui est mixte, à la fois rythmique et ischémique. Pensez-vous qu'elle a un poumon hémodynamique? À la vue de ces images, je pense qu'on est bien d'accord. Ça ne ressemble pas vraiment. En bas à gauche, vous avez des bronchectasies, même celle du milieu, bronchiectasie. Vous avez des réticulations endolobulaires. Image suivante. C'est un poumon à la myodarone qui ressemblait vraiment chez cette patiente à s'y méprendre, mais elle a du verre dépoli, elle a des bronchiectasies, des réticulations endolobulaires, et on a l'impression que déjà, ça traîne depuis un moment, et la myodarone évolue vers un stade de fibrose, fait évoluer le poumon vers un stade de fibrose. Diapo suivante, vous connaissez bien évidemment les atteintes, la PINS classique, on a des pneumonies organisées, et ça c'est un patient que j'ai vu qui a fait une hémorragie alvéolaire, qui est classique, décrit avec la myodarone, et il en a malheureusement, il avait 92 ans et il n'a pas fait les frais de ce problème-là. Ça, c'est extraordinaire. Une toux traînante depuis quelques semaines. Ah là, on est allé vite, là. Tu nous as enlevé. En gros, l'insuffisance mitrale peut donner un tableau typique d'hypertension veineuse pulmonaire, mais elle peut également donner, moi je l'ai vu plusieurs fois, un tableau d'œdème localisé dans le lobe supérieur droit. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jet de régurgitation dans l'anneau mitral, il va bloquer le retour veineux dans la veine pulmonaire supérieure droite. Il est dans la même orientation. Et donc, ce retour veineux va en permanence bloquer le retour veineux et les patients font un tableau d'œdème ou de pneumopathie traînante, entre guillemets, du lobe supérieur droit. Ça, il faut le connaître sémiologiquement. Moi, je l'ai vu 2 ou 3 fois. Diapo suivante. Voilà, un autre cas, c'est un cas un peu plus ancien. 9% des cas d'insuffisance mitrale donneraient un œdème asymétrique. Diapo suivante. Donc déjà, on voit bien que le scanner peut nous aider dans la maladie, peut nous aider dans le diagnostic en fonction de la cardiopathie, bien évidemment, en fonction des traitements que l'on voit. Et moi, ce que je vois, plus que le poumon à la myodarone, et je pense que vous devez en avoir aussi, c'est le poumon au bêta-bloquant. Les bêta-bloquants donnent une pneumopathie infiltrative diffuse de type PINS. Habituellement, ça régresse à l'arrêt du traitement et quelques jours de corticothérapie. Souvenez-vous qu'un myxome, bien évidemment, peut vous donner, on s'en doute, hein, bien évidemment, un tableau d'hypertension veineuse. Souvenez-vous que les médicaments eh bien, font des misères, ça, vous le savez. Et ce que l'on voit, moi,
le plus fréquent, c'est l'effet chronotrope négatif des bêta-bloquants. Ce sont des patients sous bêta-bloquants qui viennent vous voir pour une dyspnée, ça n'a rien à voir avec l'imagerie, et en fait, le cœur est bloqué, entre guillemets, et donc il n'accélère pas au moment de l'effort, et on voit cet effet chronotrope négatif. Et les gens sont essoufflés à cause de ça. Après, il y a les inhibiteurs, toutes ces choses-là, hein. Bien évidemment, tout est connu. Mais d'autres soins peuvent donner une pathologie. Regardez celui-là. Tu mets juste avant qu'on puisse lire l'histoire de ce patient. Voilà. Donc, c'est un homme jeune, hein, fibrillation auriculaire. Il a eu une cardioversion, puis une ablation par radiofréquence en 2012. Décembre, 6 mois après, détresse respiratoire et sur un fond d'essoufflement chronique. Les D-dumères positives, dont scanner, comme toujours. La suite. Voilà le cliché qui ne montre pas grand-chose. La suite, on voit, mais en fait, c'est la suite qui est intéressante. Voilà, regardez bien ces images parce que moi, j'en ai vu 4-5. Tu montres les images suivantes. Image suivante. Image suivante. Et on va revenir après. Voilà. On peut passer même si tu veux. Je pense qu'après, il y a les coupes. Je ne vois pas moi, mais je pense qu'il y a les coupes médiastinales. Voyons, ça continue. Et après, on va revenir pour voir les anomalies. Voilà, suivante. Voilà. Et la suivante qui doit être particulièrement démonstrative. Ouais, et encore une autre. Voilà. Est-ce que vous avez une idée? Ça, c'est quelque chose que nous, pneumologues, on doit connaître quand on demande au patient les traitements qu'il a. Un des éléments à poser, c'est est-ce que vous avez une radiofréquence? S'il te plaît, reviens avant. Alors, on va partir, on va le faire en sens inverse, c'est pas grave. Quand vous voyez là, hop, attends, il veut juste avant. Reviens à celle que tu avais avant, c'est-à-dire celle qui est après celle-là. L'autre. Voilà. Vous voyez l'oreillette gauche en arrière, vous avez le rachis devant l'aorte, puis vous avez l'œsophage et vous avez l'oreillette gauche. La veine pulmonaire inférieure gauche, elle est sténosée. Elle est sténosée. Tu remontes maintenant, tu reviens. Remonte, remonte, remonte. Hop. La veine pulmonaire, voilà, stop, celle-là, elle est parfaite. Normalement, quand vous avez ça, dans l'angle entre l'artère la bronche lingulaire, pardon, et l'artère pulmonaire gauche, vous avez la veine pulmonaire gauche. La veine pulmonaire gauche, là, elle est thrombosée. Thrombosée. Et bien évidemment, dans ce territoire à gauche où il n'y a pas le retour veineux, il y a un engorgement du poumon, ce qui explique que l'on ait vu sur les premières lésions du verre dépoli. Tu reviens, Yves, s'il te plaît, tu remontes, pardon, excuse-moi, remonte encore, voilà, c'est bon. Remonte, voilà. On a du verre dépoli dans la lingula, qui est en fait un œdème localisé, parce qu'il y a une sténose de la veine pulmonaire supérieure gauche et une thrombose de la veine pulmonaire inférieure gauche. Les atteintes veineuses sont des complications de la radiofréquence
pour fibrillation auriculaire. Voilà. Vous allez avoir, on a vu plusieurs cas, et celui-là, le diagnostic ça a été assez facile, parce que quand on regarde la veine pulmonaire, on voit qu'elle est thrombosée, antécédent de radiofréquence, c'est réglé. Et il n'y a pas de possibilité thérapeutique. J'ai eu quelqu'un proche de ma famille, hein, à qui j'avais demandé de vérifier ça parce qu'il avait fait un œdème localisé. Ça a été ça. Les chirurgiens ont essayé de traiter les veines pulmonaires et il est décédé sur la table, hein, par trouble du rythme, etc. Tu avances maintenant. Donc, vous avez vu cette image. Souvenez-vous, hein, un verre dépoli localisé chez un patient qui a une radiofréquence pour fibrillation. Regardez impérativement les veines pulmonaires. Impérativement. C'est très important parce que vous aurez le diagnostic. Vas-y, la suite. La suite. La suite. La suite. La suite. Vas-y, avance. Là, dans ce cas, on l'a bien vu. Se souvenir des radiofréquences, sa sténose et sa thrombose. Les veines pulmonaires, ça, c'est un grand classique. La suite, Yves. Alors celui-là, je suis un peu honteux parce que c'est toujours pareil, un professeur de chirurgie pédiatrique qui venait comme ça dans le couloir en disant bon, il faut me faire un scanner parce que je pars à la chasse au Kenya ou je pars là. Et chaque fois, on ne pouvait jamais le coincer. Et donc, il a fait une douleur précordiale. Et vous voyez qu'il y a au niveau du culmen et même dans la lingula, une petite opacité sous-pleurale, un peu irrégulière, qui fixe la tête, Et en bas à droite, le premier scanner qu'il a eu, qui était injecté, montre que la veine n'est pas opacifiée. Et on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. La première fois, on l'a, pour une raison, j'en sais rien, on ne l'a pas vu. Vas-y, la suite. Et on voit bien qu'il avait eu des scanners précessifs et on voyait très bien la veine qui était déjà de petite taille. Hein. Vous la voyez juste au-dessus de l'artère pulmonaire gauche, le petit rond, et on la voit et sur des scanners antérieurs. Et si on revient la coupe avant, eh bien, sur la coupe avant, voilà, là, en bas à droite, on ne l'a pas vu, on l'a laissé passer. Et après, on faisait des scanners non injectés. Et voilà, au bout de quelques mois, on s'en est aperçu. Et voilà, il a quand même eu au passage une ponction de la zone sous-pleurale inflammatoire qui retrouvait un peu de tissu inflammatoire avec une petite suffusion hémorragique, enfin, rien de bien spécifique. La suite, on avance. On avance. Un autre cas qui vient de Jacques Giron et Pierre Fajanet de Toulouse, pareil, hémoptysie, hémothorax, homme de 58 ans. Allez-y. Eh bien, il fait un hémothorax, comme vous le voyez, et puis surtout, il fait une espèce de fibrothorax, un fibrothorax, et en fait, c'est une sténose au niveau des veines pulmonaires, bien évidemment, qui sont sténosées, avec une réaction inflammatoire médiastinale et donc une fibrose médiastinale liée à la radiofréquence pour fibrillation. Diapo suivante. Alors, ça n'est un autre cas
encore plus subtil celui-là parce que c'est un BPCO et sur la radio en bas à droite, on a les veines pulmonaires qui sont sténosées et avec, on voit bien une espèce d'image à nid d'abeille qui est un petit peu d'œdème interstitiel et il se met là où il peut parce que, comme vous voyez, le poumon est d'une telle qualité que on a un petit œdème interstitiel à cet endroit-là et il a une sténose de la veine pulmonaire. Suivant. Voilà, on voit sur l'image à gauche, on voit tout à fait qu'il y a plus de sang qui passe dans la veine. Suivant. Cas numéro 10. Vas-y. Ah, celui-là aussi compliqué, celui-là. Alors, c'est un homme dont vous avez vu la diapo précédente, 70 ans. Il a une cardiomyopathie ischémique particulièrement sévère et évoluée, puisqu'il a une fraction d'éjection ventriculaire gauche à entre 20 et 25%. Donc, vraiment, quand c'est comme ça, on lui met un défibrillateur, bien évidemment. Il a fait des épisodes d'OAP, donc il a un défibrillateur, un pacemaker. En mai 2013, il développe une PID assez rapidement, qui parfois amène un tableau un petit peu d'insuffisance respiratoire. Et chaque fois, sa PID, elle est corticosensible. On lui donne la cortisone, tout va bien. On baisse la cortisone, ça repart. Et puis en août, à l'été arrivant, il a dit je vais arrêter la cortisone, tout va bien. Il fait une décompensation et il passe en réa. Très bien. Diapo suivante. Au bilan, il a une lymphocytose, 28%. Pas d'argument vraiment pour une PHS, quoique au scanner, on a des micronodules centrolobulaires, flous, mais il n'y avait pas de piégeage, etc. Et il a tout un tas de médicaments qui sont possiblement en cause. Et comme je vous ai dit, le bêta-bloquant, moi, c'est quelque chose que je vois assez souvent, les PID dus au bêta-bloquant. Et donc, ces médicaments sont arrêtés. Très bien. La suite, donc c'était en août. Et puis en octobre, il va bien. La corticothérapie progressivement est diminuée. Il fait le vaccin antigrippal et il s'aggrave. On reprend la corticothérapie et il s'aggrave. Et donc, voici ces scanners. Voilà en septembre où il sortait de la réa et où il était bien, sous corticothérapie. Et la décroissance de la corticothérapie a été faite. Et le traitement cardiaque s'est passé un petit peu à l'as. Il avait été très, très réduit, le traitement à visée cardiaque. En octobre, vas-y, la suite, on trouve qu'il va pas mal, mais on a fait une erreur. On a fait une erreur. Tout le monde disait que ça allait pas mal, y compris les cardiologues, mais nous, on a fait une erreur en l'interprétant. Et vous allez voir pourquoi. Donc, il reprend la cortisone en disant c'est la PID, et en décembre, grand orage, OAP très important, œdème interstitiel, il n'avance pas. Tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà d'où vient notre erreur. C'est dommage qu'on ne puisse pas agrandir sur le couple d'octobre, en plein milieu dans le lobe inférieur gauche. Vous avez un petit épaississement, un peu plus à ta gauche, un peu plus à ta gauche. Essaie de, si tu peux le... Et là, vous voyez tout à fait l'épaississement des septa interlobulaires qu'on n'avait pas sur les coupes de septembre. Et on n'a pas vu qu'il amorçait l'hypertension veineuse pulmonaire. Pour les cardiologues, tout allait bien. Mais nous, au scanner, on avait vu que ce n'était pas bon. Et on ne l'a pas vu. C'est passé, voilà, c'est passé à l'as. Et en décembre, il a fait son œdème interstitiel majeur. Vas-y, diapo suivante. Donc, c'est un mélange à la fois de poumon cardiaque et de poumon médicamenteux.
On arrive, je pense qu'on sera dans les temps, on arrive vers la fin, K11. Insuffisance cardiaque. Il nous reste combien de temps, Étienne? Je remets mon micro. Écoute, termine, Gérard. J'ai le temps de terminer? Oui, oui, vas-y, vas-y. Ouais. D'accord, il y a 2 cas, hein. Mais celui-là est un tout petit peu long, mais c'est un truc tellement rare, tellement étonnant. Donc, c'est une patiente jeune, 40 ans, qui a une cardiomyopathie hypertrophique obstructive évoluée et elle a fait un bilan pré-greffe en 2006. Diapo suivante. Ouais, encore. Vas-y, encore, encore et encore. Une dernière. Voilà, ça c'est très intéressant. Regardez comme on voit des choses quand c'est incroyable. Regardez, elle a un énorme thrombus dans le ventricule gauche qui est tout ballonisé. Donc, voilà. Et on voit, bien évidemment, l'épaississement des septa interlobulaires et on voit tout à fait l'œdème interstitiel chronique qu'elle présente. Ça, c'est avant la greffe. Parfait. Elle subit sa greffe. Diapo suivante. Ça se passe très bien. Elle ne se plaint de rien. Et dans les suites de la greffe, elle a un cliché de surveillance et puis un scanner. Et regardez le scanner. Diapo suivante. Regardez bien parce que si vous avez des patients qui sont greffés cardiaques, ça peut se voir. OK, suivante. On voit que sur ces images, l'œdème interstitiel a disparu, donc elle n'a plus d'hypertension veineuse. Arrivent des images en verre dépoli, tout à fait caractéristiques parce que si vous regardez en bas à gauche, on voit tout à fait que les images, il y a comme des zones nodulaires qui sont les lobules secondaires, avec au milieu des zones un petit peu hypodenses qui sont en fait les septa dans lesquels il n'y a pas ce qui caractérise cette maladie. Et puis vous voyez qu'elle est à droite ossifiée. Il y a des ossifications à l'intérieur de cette histoire. Patiente greffée cardiaque. La suite. Pour ceux qui font de l'imagerie ou qui s'occupent des insuffisants rénaux, c'est une image que l'on connaît. La suite, tu continues. Donc, on retrouve cette image. Voilà le cliché standard. Mets le scanner à côté, vas-y. Voilà. C'est un verre dépoli qui est très dense et parfois même ossifié. La suite. Encore. On voit bien qu'il y a quelque chose en bas dans le lobe inférieur. Vas-y. J'ai mis la correspondance entre les couples scanners et le cliché standard. Bien, la suite. Ce sont donc des opacités en verre dépoli avec parfois une tonalité calcique. Ça prédomine, c'est centrolobulaire, ça conflue, c'est multifocal. Et donc, les hypothèses sont multiples. Hein. Post-infectieuse, bien sûr. Microlithiase, mais nous, on n'en voit pas beaucoup, pour ne pas dire quasiment jamais. L'ERM à un stade très tardif, mais elle avait été explorée sur le plan cardiologique. La suite, ce n'est pas une pneumoconiose, bien évidemment. Et puis, on se pose la question, est-ce que ça peut être une calcinose pulmonaire? Nous, jusqu'à présent, on ne connaissait que la calcinose de l'insuffisance rénale chronique. Les dépôts calciques dans les sommets du poumon, parce que le pH est plus alcalin qu'aux bases. Très bien.
Mais alors, pourquoi après la chirurgie? Donc, la calcinose pulmonaire, c'est une image très caractéristique, hein, qui est souvent l'insuffisance rénale, bien sûr, exceptionnellement le syndrome de Burnett, l'apport de calcium, l'hyperparathyroïdie, mais on le voit dans l'insuffisance rénale, bien évidemment, mais ça peut se voir dans les transplantations rénales, hépatiques ou chirurgie cardiaque, transplantation cardiaque. Parce qu'on a vu un cas, hein, on a fait la biblio et on a vu, et comment ça se fait que l'on puisse avoir cette maladie dans la transplantation cardiaque. La suite, d'accord, bon, c'est l'image typique. La suite, Yves, les causes malignes, alors là, moi, j'en ai jamais vu. Bon. Vas-y, la suite. Dans la transplantation, en fait, on a transfusé du plasma frais qui a été congelé. Ça contient du citrate de sodium. Le citrate du sodium, ça fait une chélation du calcium ionisé et donc une hypocalcémie. Et comme le sujet fait une hypocalcémie, il se met à hypersécréter de la parathormone et donc il dépose du calcium dans les alvéoles. Voilà l'explication de cette calcinose pulmonaire. Et donc, notre patient avait eu ça, une hypocalcémie, une hypophosphorémie sévère à J1 et à J4. Il a fait son hypercalcémie terrible, l'hyperphosphorémie, et en plus une insuffisance rénale. Diapo suivante. Donc, souvenez-vous, voilà, juste gardons cet aspect. Souvenons-nous que la calcinose pulmonaire, on la voit essentiellement. Moi, toutes celles que j'ai vues, c'était des insuffisants rénaux très évolués, très bien, mais on peut le voir après les greffes, quand on fait le management après les greffes. L'image, c'est un verre dépoli, habituellement c'est asymptomatique, c'est un verre dépoli qui est assez dense, qui est sous forme de micronodules centrolobulaires. Et comme les micronodules sont centrolobulaires, ils sont séparés par les septa interlobulaires. Et donc, vous avez tout autour, c'est comme s'ils étaient séparés par quelque chose d'hypodense tout autour. La plage en verre dépoli, habituellement dense, elle peut se calcifier, s'ossifier. Et parfois même, on a des calcifications dans l'arbre aérien. La suite. Les chirurgiens, quand on les a questionnés, nous ont dit non, ce qu'on voit, nous, ce sont parfois des calcifications dans le cœur. Voilà ce qu'ils voient comme complications classiques après les greffes de cœur. La suite. OK, on fait habituellement rien parce qu'on ne sait pas comment quand on les voit, c'est déjà trop tard, le trouble est installé. Cas numéro 12. Et on va finir presque là-dessus, je crois bien. 63 ans. Alors, on lui a fait une ablation d'une tachycardie atriale. Hein, il fait des palpitations. Ensuite, après la mise en place de... Enfin, on lui met un pacemaker après. On lui met un pacemaker. Et il fait des palpitations avec une tachycardie non contrôlée. Le son est très mauvais, Gérard. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Ton son est très mauvais. Tu es coupé. Je ne sais pas si tu m'entends. Très élevé. Non, Gérard, on ne t'entend plus. Et on lui met un pacemaker externe temporaire. OK? Et puis, donc, avant de l'ablater, et voilà les images. Un scanner.
Vas-y. Ah mince. Entendez? Est-ce que vous m'entendez? On Oui, t'entend. là, on t'entend. Ouais, mais on Il y a eu t'entend mal. coupure, mais à Ah, peu c'est près. Ouais, il coupé. y a eu un petit. Donc, vous voyez, il fait un malaise avec des. Reviens juste un peu en avant, s'il te plaît, Yves. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, nous, qu'on ne regarde pas. Et on a tort. On a tort. On ne regarde pas. Ça, c'est la sonde du stimulateur externe. Toujours, il faut que l'on regarde où sont les sondes. Vous voyez la sonde? OK, vous allez la voir en scanner. Yves, tu fais avancer, s'il te plaît. Vous voyez la sonde en plein milieu? Bien évidemment, elle arrive au niveau de l'oreillette droite. Tu fais avancer, s'il te plaît. Suivez la sonde, s'il vous plaît. Vas-y, la suivante. La suivante. Ouais, super. La suivante. La suivante. Vas-y. La suivante, si tu peux. La suivante, Yves, s'il te plaît. Voilà, la suivante encore. Suivez la sonde. La suivante. La suivante. Voilà la sonde de pacemaker, vous avez vu. Elle a traversé tout le cœur, elle est sortie. Ça, c'est pour l'anecdote, bien évidemment. Image suivante. Il faut toujours qu'on regarde les sondes, parce que parfois les patients décrochent les sondes, etc. Je vous avais montré, je crois, le Twiddler syndrome, le patient qui joue avec le boîtier du pacemaker et qui décroche les sondes, bien évidemment. La suite. Voilà, donc 6 cm au-delà de la paroi du ventricule droit, ce qui n'est pas banal. En fait, ça a été sous monitoring aux soins intensifs, ça a été retiré. Il n'y a pas eu d'hémopéricarde, tout s'est bien passé. Donc, la suite, juste un petit conseil et on fait la conclusion. Hop, non, dans l'autre sens. Donc, toujours regarder la position des cathéters, ce qu'on ne fait pas toujours. Hein. Surtout que la malposition, ça parle peu. Et ne pas oublier qu'il faut faire les diverses projections de l'espace. Alors, en guise de conclusion, juste un mot, tu me mets la dernière slide. Voilà. En fait, dans la vie, ce qu'on appelle le poumon du cardiaque, il y a le poumon du cardiaque, il y a le poumon hémodynamique, ça s'appelait le poumon cardiaque, et le poumon iatrogène. Dans le iatrogène, vous pensez aux médicaments et aux manœuvres instrumentales, en particulier les radiofréquences, les stimulateurs, tout ce qu'on peut faire aux patients. Et puis quand on raisonne, il faut savoir quelle est la cardiopathie. Ça, c'est fondamental, parce que vous vous souvenez que l'insuffisance mitrale peut vous donner un tableau d'œdème localisé dans le lobe supérieur droit. Ça, c'est important. La cardiopathie, le rétrécissement mitral, bien évidemment. Se souvenir que les traitements associés, il faut les prendre en compte, bien évidemment. Et puis, toujours le terrain sous-jacent, parce que le terrain sous-jacent, un poumon hémodynamique chez un emphysémateux n'aura absolument pas le même aspect qu'un poumon hémodynamique chez un patient qui n'a rien, qui va bien.
Donc, se souvenir du terrain sous-jacent. Alors, je n'ai pas mis, on a eu par exemple un sujet qui avait un MacLeod et qui a fait un poumon cardiaque. Alors, bien évidemment, le poumon cardiaque, il va de l'autre côté. Il est unilatéral. Il ne se met pas du côté du poumon pathologique de la bronchiolite constrictive du MacLeod. Voilà, je voulais. Écoute, merci beaucoup Gérard. Quelle richesse d'imagerie, c'est fantastique et tes explications, c'est merveilleux. Avant d'oublier, je signale que on a fait l'enregistrement et que ce sera donc à votre disposition sur YouTube et vous avez intérêt à y retourner parce que si vous avez tout suivi, tout compris, bravo, mais c'est pas mon cas et j'aurais grand besoin de revoir un certain nombre de choses. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Moi, j'en aurais une concernant un problème classique, disons, les adénopathies médiastinales. On est fréquemment confronté à ce problème, on a affaire à une tumeur, on a des adénopathies médiastinales chez quelqu'un qui a probablement une insuffisance cardiaque, les ganglions sont autour du centimètre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une TEP. Car on peut faire une TEP, bien évidemment, on fait une TEP. Et puis, si on a le moindre doute, de toute façon, il faut aller faire une exploration du ganglion. Dans la mesure où on a maintenant à notre disposition, pour ceux qui peuvent l'avoir, on a les bus, ce qui quand même nous a révolutionné la prise en charge des adénomégalies médiastinales. Il faut avouer que c'est vraiment incroyable. Donc, la TEP va nous dire si oui ou non il y a un processus évolutif, bien sûr, mais bon, on peut se tromper. Hein. On a eu, nous, des silicotiques qui font leur cancer, et bien évidemment, les adénomégalies de silicotiques, ça fixe, bien évidemment. Hein. Donc, voilà, à partir du moment où on peut, de façon simple, c'est-à-dire grâce à l'ébus, vraiment, on n'a pas. Je vois même que nos chirurgiens, maintenant, la médiastinoscopie, ils rechignent à la faire parce que, bon, c'est quand même très, très nettement plus invasif. Donc, voilà, mais les adénopathies, ce qui est incroyable, c'est que les adénopathies de l'insuffisance cardiaque peuvent être très volumineuses, largement au-delà du centimètre, largement au-delà. Ça, c'est ce que nous, on a vu au début. Bien évidemment, quand on en a fait opérer 2 ou 3 fois, le chirurgien nous a dit maintenant, arrêtez, c'est quoi? Parce que ça a été décrit il y a combien? Il y a 10 ans, cette histoire-là. Au moins 10 ans, oui. C'est tout se fait avoir. 10-15 ans, voilà. C'était au moment où la TEP n'était pas encore très répandue et on se faisait avoir par des gros ganglions. Bien sûr. Mais, alors, tu cites la silicose qui fixe en TEP. Ouais, sarcoïdose. La sarcoïdose et les ganglions tuberculeux aussi. Bien évidemment, bien sûr. Alors, je n'en parle pas parce que nous, maintenant, on n'en voit quasiment pas. C'est rare. Alger, mais bien sûr, je me doute que dans les pays d'endémie, la problématique, elle est beaucoup plus compliquée parce que comme la tuberculose est quand même présente avec une incidence très élevée, on a toujours ça un petit peu à l'esprit, bien évidemment, bien sûr. Mais je ne sais pas, pardon, je ne sais pas si à Alger, vous faites les bus, si vous faites les bus. Non, dans notre service, pas encore, nous espérons l'avoir. Mais il est vrai que le gros du problème, c'est ces diagnostics différentiels entre tuberculose et sarcoïdose. Oui, ça nous pose énormément de problèmes. Nous avons la chance d'avoir maintenant un service de médecine nucléaire qui fait du PET scan. Donc, on a commencé à travailler sur ces aspects-là et je dois dire que ça peut nous aider dans certains cas. Bon, mais évidemment, l'accès au PET scan est un peu difficile. Mais si tu permets, Étienne, je voudrais juste faire un commentaire parce que je voudrais d'abord je voudrais vous remercier pour votre présentation parce que je pense que les jeunes qui sont là, vous les avez secoués, vous nous avez secoués parce que nous avons
2 grands centres de cardiologie dans l'hôpital, un qui fait beaucoup de coronarographie et un autre qui est spécialisé dans les troubles du rythme. Et je pense que nous avons beaucoup d'échanges et beaucoup d'incompréhension entre nous. Et je crois qu'on sera vigilant dans l'interprétation aussi bien de la radiographie standard. Mais je pense que la problématique aussi, c'est aussi cette demande de scanner qui n'est pas systématique chez nous, je dois l'avouer. Et donc, je crois qu'il va falloir qu'on apprenne à compléter nos examens d'imagerie. Et je pense que la pandémie Covid nous a ouvert la porte de l'accessibilité vers la TDM. Ça nous a beaucoup changé. C'est bien ça. Oui. Mais il y a un élément, moi, je crois que les BPCO en particulier, Oui. moi, c'est pour moi un des chevals de bataille, quoi. J'en parle chaque fois, tout le temps, parce que je le vois dans la pratique. Regardez le cœur et je demande, j'essaie dans tous les enseignements que je fais de dire aux pneumologues, ne regardez pas que le poumon. Il faut regarder le cœur impérativement. Et ça va vous apporter, ça va nous apporter plein de renseignements. Et le BPCO, l'existence des coronaires, chez quelqu'un qui n'a pas fumé, qui a 75 ans, qui a 3 calcifications coronaires, ce n'est pas un souci. Mais un BPCO, lui, on le sait, il meurt par le cœur quand même, pour beaucoup. Et donc, je vous dis, moi, mon expérience, c'est ils ont été stentés, enfin, ils ont eu des pontages, et très vite, c'est des gens qui ne se plaignaient de rien. Ils viennent vous voir comme ils viennent vous voir à vous ou à moi, c'est-à-dire, ils viennent, ils ont la BPCO, et puis qu'est-ce qu'on fait de leur BPCO? Voilà, et je trouve que l'état des lieux anatomiques de la BPCO est un élément essentiel et très, très important. Très bien, oui, tout à fait. Une autre question? Oui. Vous avez une question? Je ne sais pas qui vous êtes. Il s'affiche HP. Mettez le micro. Ouvrez votre micro. Ouvrez, voilà. Ah, votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Je ne sais pas pourquoi. Oui, en fait, c'est le poste JB à Bamako. À Bamako, d'accord. On ne vous entend plus, là. Non, il y a un gros problème. On ne vous entend pas du tout, monsieur. Non. On a entendu Bamako et c'est tout. Peut-être écrire votre question dans le chat. Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, Oui, maintenant? Oui. Écoutez, écrivez votre question dans le chat. Vous m'entendez? Oui, là, on vous Oui. entend. Difficilement. Vous m'entendez maintenant ou pas? Oui. Bon, ben, je vais encore... Et là? Non, là, c'est... Oui, on vous entend, là. On ne vous entend plus. Ah, ça, c'est fini. Non, c'est pas... Pourtant... Non, vraiment, c'est Oui, pas possible. Bon. On ne vous entend pas, là. Désolé. Bon, je vais essayer d'aller... Coupez votre caméra, ça passera peut-être mieux. Juste... Oui, c'est mieux. Allez-y. Je vais essayer d'aller par le chat. Oui, je vais voir si j'arrive. Bon, ben, je ne sais pas. Non, je voulais juste savoir, on m'entend où j'envoie ce que j'ai mis. On n'entend pas, bon. Non, écoutez, Alors, j'envoie.
Désolé, mais on ne vous entend pas. Ben, écoutez, vous écrivez votre question. C'était un peu ça, mais je comprends pas pourquoi c'est haché. Je peux voir que haché. dans le chat, le monsieur a indiqué physiopathologie des ADP dans l'OAP. Bon. C'est un drainage du système lymphatique, tout simplement. Le système lymphatique. Bon, j'ai envoyé un truc par le chat. OK. Oui. Est-ce que vous nous entendez? Maintenant, on m'entend un peu mieux? Est-ce qu'on m'entend? Non, oui, de façon irrégulière. Non, écoutez, Gérard, donc les adénopathies. Dans quel mécanisme physiopathologique? C'est tout simplement le drainage, parce qu'il y a des lymphatiques dans l'interstition. Ces lymphatiques, ils vont se drainer. C'est le même principe que pour la néoplasie. Ils vont remonter le long des axes péribroncovasculaires jusqu'au île, puis dans le médiastin. Et donc, c'est juste ça. Et le sujet est plein d'eau, entre guillemets, parce qu'il y a toujours une extravasation de liquide dans l'interstition à partir des petits vaisseaux, mais en temps normal, c'est résorbé normalement par le flux lymphatique, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'il y a un apport important, bien évidemment, d'eau, à ce moment-là, il y a beaucoup d'eau et il y a une accumulation de cette eau dans l'interstition qui s'épaissit, et puis après, dans les ganglions, d'abord du hile, et puis les ganglions médiastinaux, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Ben, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, ben, Yves, tu veux conclure? Oui, ben écoute, je voudrais d'abord remercier notre ami Dr Durand pour cet exposé extrêmement complet. J'ai eu quelques difficultés avec les diapos, même moi j'avais de la misère à suivre des fois, donc veuillez excuser. Il y avait un délai aussi entre le moment où moi j'avançais et le moment où la diapo apparaissait, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours un petit délai de quelques secondes, donc veuillez m'en excuser, c'est la techno. Écoutez, c'est notre dernière conférence d'actualité pour la session d'hiver 2022. Et donc, la suite va être en septembre 2022. Si vous avez des collègues qui veulent présenter des cas cliniques, si vous voulez discuter de quelques sujets que ce soit dans le secteur des sciences médicales en santé, excusez, vous vous adressez soit à Étienne ou à moi et nous programmerons une visioconférence. Donc, merci encore à tous et puis je vous dis bon été, profitez-en et on se revoit à l'automne 2022. Yves, si tu permets, je voudrais rajouter 2 points. Vas-y. Tu as sollicité pour des conférences d'actualité en particulier, très bien. Le lien pour accéder aux conférences sur YouTube est toujours le même, donc vous pouvez vous référer au compte-rendu que l'on fournit, c'est toujours le même lien et vous avez toutes les conférences, enfin depuis à peu près 2 ans maintenant, les précédentes étaient sur le site SPLR. Et puis enfin, oui, je voulais dire qu'on rédige un bulletin qui s'appelle un bulletin Sciences ouvertes. C'était le bulletin pandémie, c'est maintenant le bulletin Sciences ouvertes. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des textes. C'est pas une revue, c'est pas un site où l'on publie des données, enfin des données scientifiques, si, mais c'est pas un site où on va publier des études cliniques ou autres, mais au moins pour donner votre impression, donner votre opinion sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas, on sera ravis de le publier et de savoir ce qui se passe chez vous. N'hésitez surtout pas. Voilà, merci beaucoup et un grand merci. Et Gérard, c'était super. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, les amis. Au revoir. Au revoir.